Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Tel que raconté dans les épisodes précédents, nous vivons depuis 1957 la formidable aventure de la conquête de l'espace, des premières incursions de l'homme dans l'espace à la découverte de la Lune, de Mars et de Vénus, une époque palpitante avec, en point d'orgue, un triomphe inoubliable. Mais soudain, au début des années 1970, le climat change du tout au tout. En effet, dès les premiers jours de 1970, le contexte n'est déjà plus le même. Il reste pourtant encore tant de territoires à explorer et tant de découvertes à faire, mais l'enthousiasme des premiers temps n'y est plus, Claude. Bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour Dylan, bonjour à vous tous et à vous toutes. Toujours un plaisir d'être au micro de Voyage dans l'espace. Comme nous allons vous le raconter dans les prochaines minutes, c'est étonnant parfois dans la vie comment les choses peuvent changer du tout au tout. De mon côté, les années 70 ont vu naître, se développer ma passion pour l'exploration spatiale. Comme je l'ai déjà raconté plusieurs fois, ma passion est née en décembre 1968 lors de la mission Apollo 8. Puis j'ai suivi, je peux dire avec passion, les missions Apollo 9, 10, 11 et 12. Mais voilà qu'à partir de 1970, là, je suis au quotidien les différentes péripéties de la conquête spatiale. Notons que le récit qu'on vous fait actuellement, c'est tel que la conquête spatiale s'est passée à l'époque. Et comme vous allez le constater, il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses dont on ignorait à propos du programme spatial soviétique, ce qui laissait place à beaucoup de spéculations. Bonjour. Il faut dire aussi que les Américains, qui ont réellement craint une domination de l'espace par les Russes, ont à présent pris les devants dans toutes les sphères de l'exploration spatiale. Or, autant la peur est un puissant motivateur, autant la réussite devient vite apaisante. La preuve, le deuxième alunissage, celui d'Apollo 12, survenu 4 mois après le triomphe d'Apollo 11, n'était déjà plus aussi palpitant. Et que dire du troisième alunissage qui se profilait ? Déjà, on commençait à se demander si ça valait vraiment la peine de retourner sur la Lune. En 1970, la menace russe étant dissipée, il n'y a plus d'urgence, et donc plus vraiment de course à l'espace. Il nous fallait donc trouver une nouvelle motivation pour poursuivre notre aventure. Mais fort heureusement, cette décennie nous réservera son lot de palpitantes aventures et de découvertes. En outre, la course à l'espace fait progressivement place à la coopération entre les rivaux des années 1960, ainsi qu'à un début d'ouverture de la part des Russes. 1970, quand le vent tourne drastiquement. Après les exploits à couper le souffle de 1969, le climat change du tout au tout dès les premiers jours de 1970. Ainsi, le 3 janvier, la NASA annule l'une des 7 expéditions lunaires qui lui restent, Apollo 20. Elle songe également à décaler dans le temps les autres missions Apollo. Au lieu d'en faire une tous les 4 mois, elles seront espacées à 6 mois. Officiellement, ce délai donnera le temps aux scientifiques de digérer la moisson de données et d'échantillons rapportés d'une mission à l'autre. Mais en réalité, l'agence spatiale fait face à de sévères réductions budgétaires qui l'empêchent de mener ses projets au rythme qu'elle le désire. Déjà, les lignes de fabrication des Saturn V ont été stoppées, de sorte que la NASA ne dispose plus que de 8 fusées, dont l'une est réservée au lancement du laboratoire Skylab en 1972. C'est pourquoi l'agence spatiale cherche à se doter le plus rapidement possible d'une navette spatiale qui prendrait la relève d'Apollo. Et voilà que bientôt des rumeurs circulent à l'effet que 2 autres missions Apollo vont être supprimées. Or, George Low, le numéro 2 de la NASA, affirme: si cela devait arriver, ça réduirait considérablement les résultats scientifiques qu'on espère obtenir, en plus de gaspiller les investissements que nous venons de faire. On estime alors que le programme d'Apollo a coûté près de 20 milliards de dollars de l'époque. Déjà, le lancement d'Apollo 13 est reporté d'1 mois, du 12 mars au 11 avril, tandis que celui d'Apollo 14 est décalé de juillet à octobre ou novembre. Apollo 15 devrait suivre au début de 1971, Apollo 16 à l'été et Apollo 17 en 1972. Le 11 janvier, le journaliste Thomas O'Toole du quotidien Washington Post rapporte que l'administration Nixon se refuse à financer l'un ou l'autre des grands projets envisagés.
Pas d'hommes sur Mars dans les années 1980, pas de colonisation de la Lune, ni non plus de grandes bases en orbite terrestre habitées en permanence par des douzaines de personnes. 2 jours plus tard, Tom Paine, l'administrateur de la NASA, nous déclare « Nous, à la NASA, sommes conscients des nombreux besoins et défis urgents qu'on a à relever ici sur Terre. » Les réalisations spatiales des années 1960 ont suscité à juste titre l'espoir que notre pays et le reste du monde sont capables de faire face à ces problèmes urgents. Notre programme spatial pourrait même inspirer des solutions plus audacieuses et nous mener vers de nouvelles avenues. Et nous sommes aussi conscients que, face aux restrictions budgétaires actuelles, nous nous devons de trouver le moyen de réaliser nos projets à un rythme plus lent. La NASA prend donc la décision de suspendre définitivement la fabrication de nouvelles fusées Saturn V, de réaliser ses missions Apollo à intervalles de 6 mois et de reporter le lancement des sondes Viking, conçues pour se poser sur Mars de 1973 à 1975. Elle entreprend néanmoins des études préliminaires concernant une base orbitale permanente, ainsi que la conception d'une navette spatiale réutilisable. Le patron de la NASA précise également que son agence ne démantèlera pas ces formidables équipes qui lui ont permis de faire parvenir des hommes sur la Lune et d'envoyer des sondes jusqu'à Mars. Pourtant, il annonce une réduction des effectifs de son agence de 50 000 postes, c'est-à-dire que le personnel de la NASA passera de 190 000 à 140 000 d'ici 18 mois, une coupe de plus de 25%. C'est la consternation, les grands rêves d'exploration et de colonisation de l'espace viennent de s'évanouir. Signe des temps, le 27 janvier, Wernher von Braun, qui dirige le centre spatial Marshall, où ont été conçus les Saturn V, quitte son poste pour venir à Washington afin de s'occuper, nous dit-on, de la planification à long terme des projets de la NASA. Mais von Braun n'y restera pas longtemps puisqu'il quitte la NASA en mai 1972 pour passer au privé. Son départ marque la fin d'une époque. Malgré tout, le 7 mars, le président Nixon autorise la NASA à entreprendre un ambitieux projet d'exploration des planètes lointaines. Ce projet est alors baptisé Grand Tour. Et oui, une appellation en français. À l'origine de ce projet, en 1964, Gary Flandreau, un ingénieur de la NASA, réalise qu'au cours des années 1980, il se produira un alignement exceptionnel des planètes lointaines. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton se retrouveront toutes dans le même secteur du système solaire. Cet alignement, qui se produit qu'à tous les 175 ans, permettrait à des sondes de visiter tour à tour 5 planètes que l'on connaît si peu, une aubaine. Naît alors l'idée de réaliser un grand tour en 2 temps. D'abord, 2 sondes seront lancées en 1977 afin de visiter Jupiter, Saturne et Pluton, puis 2 autres, lancées en 1979, visiteront Jupiter, Uranus et Neptune. Ces 4 sondes se serviront de l'accélération gravitationnelle acquise lors de leur passage proche d'une planète pour bondir vers la suivante. C'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle d'une planète. Le coût total du projet est alors évalué à $1 milliard, soit l'équivalent de 6 milliards de nos jours. C'est là une véritable aubaine. Pourtant, dans le contexte budgétaire serré de l'époque, c'est là une somme jugée plutôt élevée. La réalisation du Grand Tour, si unique soit-il, est par conséquent loin d'être acquise. Comme on dit en des temps difficiles, un malheur n'arrive jamais seul. Le 11 avril à 14h13, heure locale, la NASA lance Apollo 13, commandé par James Lovell, secondé par John Swigert et Fred Haise. Lovell devient ainsi le premier homme à s'envoler pour une seconde fois vers la Lune, son premier vol étant Apollo 8. Il s'agit de la 3e tentative d'explorer la surface lunaire et déjà l'intérêt des médias n'y est plus tout à fait. Et de l'intérêt des médias découle celui du grand public. Comme on sait maintenant, 56 heures après le départ vers la Lune, une explosion se produit à l'intérieur du module de service fixé à l'arrière de la capsule Apollo. Ainsi, au soir du 13 avril, vers 22h, les 3 astronautes terminent une retransmission télé durant laquelle ils nous font visiter leur module lunaire et montrent les joies d'évoluer en apesanteur. Il s'agit cependant du type d'émission télé en provenance de l'espace devenue si banale qu'elle n'est plus diffusée par les grands réseaux américains.
Le commandant Lowell termine l'émission en souhaitant une bonne soirée à tous et en ajoutant que ses coéquipiers et lui s'apprêtent à passer une autre agréable soirée en route vers la Lune. Mais voilà que, sitôt la diffusion terminée, Fred Haise perçoit un lourd bang venant de l'arrière de sa capsule. Puis, à 22h08, l'équipage constate la perte de l'un des 2 circuits électriques de la capsule. Ils observent ensuite une baisse rapide de pression dans l'un des réservoirs d'oxygène ainsi qu'une chute brutale de courant des piles électriques du vaisseau. Un à un, tous les systèmes de la capsule sont en train de mourir. C'est alors que les astronautes prononcent des paroles qui resteront dans l'histoire et qu'on utilise encore de nos jours. « Hey, we've got a problem here », de lancer Fred Haise. « Pouvez-vous répéter » demande calmement Houston. « Houston, we've had a problem », répond Jim Lowell. Les astronautes font alors face à la plus sérieuse crise jamais rencontrée au cours d'un vol spatial. Leur vie est rapidement mise en danger. Ils n'ont que le temps de réactiver le module lunaire, de désactiver leur capsule avant de se réfugier dans le LM, qui devient alors leur vaisseau de sauvetage. Leur histoire est désormais bien connue, elle fait entre autres l'objet d'un excellent film qui retrace fidèlement ce qui s'est passé. Apollo 13, de Ron Howard, sorti en salle au printemps 1995. Il suffit de rappeler que les astronautes ont réellement frôlé la mort, mais que la NASA, fort des expériences acquises durant le programme Gemini, a su garder son sang-froid et à les ramener de justesse sur Terre au terme d'une envolée de 6 jours. Pour nous, du grand public, nous vivons un suspense digne d'un film d'Hollywood. En fait, la NASA nous informe d'heure en heure, pour ne pas dire de minute en minute, de la multitude de problèmes auxquels elle est confrontée, des solutions qu'elle improvise à toute vitesse, des scénarios qu'elle imagine et des différentes étapes à franchir. C'est drôle parce que soudain, tout le monde se met à se passionner pour la mission Apollo 13, ce qui n'était pas mon cas, c'était déjà. Aujourd'hui, la NASA considère que cette mission est l'une de ses plus grandes réussites puisqu'elle est parvenue à ramener vivant l'équipage d'Apollo 13 sur Terre. C'est vrai. Par contre, elle venait de perdre l'une de ses 7 expéditions du sol lunaire. C'était quand même une grande perte. Évidemment, suite à la mission Apollo 13, la NASA va prendre le temps d'analyser attentivement les causes de l'accident et d'apporter les mesures pour éviter que ça se reproduise. C'est ainsi que la mission Apollo 14 va être reportée au mois de janvier 1971. Entre-temps, le Japon et la Chine s'inscrivent dans le groupe des pays capables de lancer leurs propres satellites. Ils deviennent respectivement la 4e nation le 11 février et la 5e le 24 avril, après l'Union soviétique, les États-Unis et la France. Le Japon réussit l'exploit à sa 5e tentative, tandis que la Chine y parvient à sa 2e. Notons toutefois que la première tentative chinoise, réalisée en novembre 1969, n'est aujourd'hui encore toujours pas admise par la Chine. Du 2 au 19 juin, les cosmonautes Adrian Nikolaïev et Vitaly Sebastianov réalisent un vol record de 17 jours et 17 heures à bord de Soyouz 9. L'agence de nouvelles TASS nous indique que ces cosmonautes réalisent une vaste gamme de recherches scientifiques et techniques dans le cadre d'un vol solo. Elle publiera par la suite quotidiennement de brefs comptes rendus faisant état des tâches routinières qu'exécutent les 2 hommes. Pendant que l'un passe l'aspirateur, l'autre prépare du café ou se rase. Ils font aussi l'exercice physique et photographient la Terre et les étoiles. On apprendra par la suite que ces cosmonautes sont revenus sur Terre dans un état de grande faiblesse. Ils ont dû être portés hors de leur capsule, marchant difficilement. Ce que mettra en évidence ce vol record, c'est que pour demeurer en conditions physiques, les futurs voyageurs de l'espace devront s'astreindre à 2 heures d'exercice physique intense quotidiennement. C'est le prix à payer pour retrouver rapidement sa forme lors du retour sur Terre après un long séjour en apesanteur. Le 17 août, les Soviétiques expédient vers Vénus la sonde Venera 7, mais ratent le lancement d'1 seconde. Celle-ci transporte une capsule conçue pour parvenir jusqu'au sol, étant donc capable de résister à une pression de 180 fois plus élevée, celle qu'on ressent sur Terre, et à une température atteignant 540 degrés. 4 mois plus tard, le 15 décembre,
Cette capsule plonge dans l'atmosphère vénusienne à 40 000 km/h. Puis, à 60 km d'altitude, elle déploie un parachute afin de ralentir sa chute et descend doucement dans l'atmosphère tout en prenant une série de mesures. Il semble cependant que le parachute se soit mal déployé ou qu'il se soit déchiré. Mais malgré ça, la capsule parvient indemne au sol et transmet des mesures durant 23 minutes. Il s'agit alors de la première transmission à partir d'un sol d'une autre planète. Les données recueillies indiquent une température de surface de 475 degrés et une pression de 90 atmosphères. Le 2 septembre, la NASA confirme ce que l'on redoutait. Elle supprime les missions Apollo 18 et 19 tout en admettant que cela réduira considérablement la moisson scientifique du programme Apollo. Mais l'agence spatiale n'a pas d'autre choix, dit-elle, que de céder aux pressions budgétaires qui lui sont imposées. Les Saturne V, qui auraient servi aux 2 dernières missions Apollo, sont maintenant exposés au Kennedy Space Center et au Centre spatial de Houston. Si jamais vous avez la chance de passer dans ce coin-là, c'est vraiment à voir. Le 12 septembre, les Soviétiques lancent la sonde Luna 16. Comme d'habitude, l'agence TASS indique que le but de cette mission est d'explorer l'espace lunaire et les environs de la Lune. Rien de plus. 8 jours plus tard, la sonde se pose dans la mer de la Fertilité. Elle recueille alors une centaine de grammes d'échantillons, puis redécolle et prend la direction de la Terre. TASS annonce alors fièrement que Luna 16 vient d'accomplir une tâche radicalement nouvelle, celle de livrer sur Terre, sans l'aide d'un équipage, des échantillons lunaires. Luna 16 se pose le 24 septembre au Kazakhstan. Les Soviétiques accomplissent enfin l'opération qu'ils tentent de réussir depuis bientôt 2 ans et qui avait pour but, initialement, de damer le pion aux Américains. Et voilà qu'à présent, ils clament haut et fort qu'il est beaucoup plus judicieux d'explorer la Lune à l'aide de robots que de, à l'instar d'Apollo 13, risquer des vies humaines. C'est néanmoins oublié un peu vite que les équipages d'Apollo 11 et 12 ont rapporté 55 kg d'échantillons très variés, en plus d'avoir installé une panoplie d'instruments scientifiques toujours en fonction aujourd'hui, sans oublier les photos, témoignages et observations qu'ils ont ramenés. Rien d'équivalent avec un robot comme Luna 16. Le 20 octobre, les Soviétiques réalisent une ultime mission Zonde. Comme ses prédécesseurs, Zonde 8 passe derrière la Lune à 1100 km le 24 octobre, avant de revenir amérir dans l'océan Indien. TASS affirme que cette sonde nous rapporte des photographies extrêmement importantes et nécessaires à l'étude des caractéristiques géologiques et morphologiques de la Lune. On l'ignore à l'époque, bien qu'on s'en doutait, qu'il s'agit en réalité de capsules Soyouz, capables d'acheminer des cosmonautes jusqu'aux abords de la Lune. De telles missions, si elles avaient été réalisées avec succès il y a 1 an et demi, auraient constitué un formidable exploit, mais on se questionne à présent à l'intérêt de cette dernière opération sonde. Enfin, le 17 novembre, la sonde Luna 17 se pose dans la mer des Pluies, où elle dépose le premier astromobile Lunokhod 1. Ce faisant, les Soviétiques marquent une autre première, un véhicule sur roues circule sur la Lune. De la taille d'une petite automobile, Lunokhod ressemble de loin à une baignoire dotée de 4 roues de chaque côté, surmontée par un panneau solaire et bardée d'antennes et d'instruments. Ce robot entreprend rapidement l'étude de la composition chimique et des propriétés mécaniques du sol lunaire. Il peut se déplacer de manière autonome ou être téléguidé depuis la Terre à l'aide de caméras qui permettent de repérer les obstacles. Des panoramas sont pris et font voir le chemin parcouru par Lunokhod ainsi que de nombreux paysages lunaires. C'est là une réalisation impressionnante. Le 22 novembre, après 5 jours d'exploration, Lunokhod reçoit l'ordre de se préparer à affronter sa première nuit lunaire alors que les températures vont descendre sous les moins 120 degrés. Il se positionne afin d'être idéalement placé pour le prochain lever de soleil et 2 semaines plus tard, Lunokhod peut alors déployer son panneau solaire afin de recharger ses piles, ses caméras capturant le lever de soleil, une première. Puis, durant les 2 semaines suivantes, il parcourt plusieurs centaines de mètres, explorant entre autres le fond d'un cratère de 16 mètres de diamètre et 2 mètres de profondeur, c'est-à-dire l'agilité du robot. Fin décembre, il se prépare à nouveau à entrer en veille pour 2 semaines.
Lunokhod 1 cumule ainsi une série de prouesses technologiques qui relancent le débat sur la pertinence d'envoyer des hommes sur la Lune. Une fois de plus, cette mission pose la question. N'est-il pas plus judicieux, moins coûteux et surtout moins risqué d'explorer la Lune à l'aide de robots ? Les Russes font ainsi valoir que leur astromobile explore la Lune beaucoup plus longtemps et parcourt des distances beaucoup plus grandes que ne peuvent le faire des astronautes. Voilà donc que les Américains se mettent à douter. Ont-ils fait les bons choix en misant sur l'homme pour explorer la Lune ? Les Soviétiques ajoutent même que Luna 16 et Lunokhod ouvrent la voie à une foule de possibilités, dont l'exploration de Mars et autres corps célestes, pour une fraction du prix d'une mission Apollo. L'avenir, disent-ils, appartient aux robots. Au début d'octobre, voilà que tout à coup, Américains et Soviétiques se mettent à envisager la possibilité de se faire rencontrer dans l'espace et de s'arrimer leur capsule spatiale. C'est là un tournant que plusieurs considèrent comme historique. Les rivaux d'autrefois songent sérieusement à collaborer à grande échelle et même à mettre en commun leurs ressources. Cette coopération vise principalement à se donner les moyens de venir en aide à un équipage en perdition. Ainsi, un vaisseau pourrait être dépêché d'urgence à la rescousse d'un second qui sera en difficulté. Est-ce là une des retombées de l'accident d'Apollo 13? Possiblement, bien que dans ce cas, les astronautes faisant déjà route vers la Lune au moment de l'explosion, il n'aurait été impossible de les rejoindre pour les secourir. N'empêche, l'idée des missions conjointes plaît tant aux Américains et aux Soviétiques qu'elle est rapidement entérinée. Fin octobre, ils s'entendent pour développer des systèmes de rendez-vous et d'amarrage compatibles qui seront installés sur leur futur vaisseau. Un accord signé à Moscou prévoit une série de rencontres de travail qui se dérouleront à partir de mars prochain, alternativement à Moscou et à Houston. Ce sera l'occasion pour nous d'en apprendre bien davantage sur la cosmonautique soviétique, comme pour les Soviétiques de visiter les installations de la NASA. C'est le début d'une importante ouverture et d'une nouvelle ère fort intéressante. 1971, une année de haut et de bas. Le 31 janvier 1971, la NASA expédie vers la Lune l'équipage d'Apollo 14, composé d'Alan Shepard, de Stuart Roosa et d'Edgar Mitchell. Cette mission connaît cependant un très mauvais départ. D'abord, elle débute avec 40 minutes de retard à cause du temps pluvieux, rappelant les conditions météo d'Apollo 12 et de son fameux foudroyage. Ensuite, 3 heures plus tard, les astronautes ne parviennent pas à arrimer leur capsule Apollo au module lunaire. Quelque chose semble entraver la jonction des deux vaisseaux. Or, sans arrimage, pas de mission lunaire et la NASA serait confrontée à un second revers consécutif. Heureusement, à la 6e tentative, Roosa précipite sa capsule contre le LEM et les systèmes d'arrimage s'enclenchent. Le suspense aura duré 1h30. Par la suite, les astronautes démantèleront les mécanismes d'arrimage pour les examiner attentivement, mais n'y verront rien d'anormal. Que s'est-il donc passé ? On ne le saura jamais. Mais les imprévus ne s'arrêtent pas là. À bord du LEM, Shepard et Mitchell, séparés de leur collègue Roosa, s'apprêtent à descendre vers la Lune. C'est alors que le centre de contrôle de Houston détecte un problème majeur. Le bouton servant à annuler la descente est victime d'un court-circuit intermittent. À tout moment, il peut se déclencher et mettre un terme à la mission. Il faut impérativement trouver une solution, et vite. Il est alors décidé de reprogrammer l'ordinateur de bord afin d'inhiber le signal du bouton fautif et de laisser également une commande d'annulation dans l'ordinateur si le besoin venait à se faire sentir. La reprogrammation sera faite à la main par Edgar Mitchell, octet par octet. Certainement une des plus audacieuses mises à jour de l'histoire de l'informatique, impensable avec nos systèmes modernes. Le 5 février, Shepard et Mitchell se posent sur la plaine de Fra Mauro, à une dizaine de mètres seulement du point visé. Il s'agit du site que devait explorer l'équipage d'Apollo 13. Il semble que nous nous soyons posés dans une cuvette, de décrire Mitchell. C'est assez tourmenté et vallonneux autour de nous. Je vois plusieurs crêtes et collines d'environ 10 à 12 mètres de haut. En sortant du LEM, 5 heures plus tard, les deux hommes constatent que le sol est couvert d'une fine poudre de poussière qui se soulève facilement et qui colle partout, absolument partout. Les jambes de leurs scaphandres en sont recouvertes jusqu'aux genoux. Nous sommes aussi sales que des cochons, de constater Mitchell.
et bientôt tout leur équipement en est enduit. Le terrain où ils évoluent est particulièrement vallonneux, ce qui complique leur déplacement et rend difficile de se repérer dans cet océan rocailleux. L'un des objectifs de leur mission est de parvenir au cratère Cone, un cratère de 330 mètres de diamètre situé à 1 km du module lunaire. Les astronautes espèrent y prélever des échantillons qui pourraient provenir de l'intérieur de la Lune. Ils éprouvent cependant énormément de difficultés à se repérer et ils doivent grimper le long d'une pente de plus en plus abrupte. Après avoir cherché longuement leur chemin, ils sont contraints d'abandonner. Mais on découvrira, une fois leur retour sur Terre, qu'ils n'étaient qu'à 15 mètres de leur but, le bord du cratère. Mais ils étaient trop confus pour le voir. En fin de compte, nos deux lunautes découvrent qu'il est beaucoup plus difficile de travailler sur la Lune qu'on s'y en attendait, puisque tout prend beaucoup plus de temps que prévu. Par conséquent, ils ont manqué de temps pour accomplir tout ce qui était inscrit à leur programme d'exploration. Au terme de la deuxième sortie, Shepard surprend tout le monde en sortant de sa poche un fer-6 qu'il fixe à un manche de collecteur d'échantillons. Il laisse ensuite tomber une balle de golf qu'il parvient à frapper avec succès au mépris de l'engoncement de son scaphandre. La balle parcourt quelques 350 mètres. Shepard devient ainsi le premier et le seul golfeur à avoir joué sur la Lune. Les deux hommes quittent la planète de Fra Mauro après y avoir séjourné 33h30, dont 9h30 passées à l'explorer. Ils rapportent avec eux 43 kg d'échantillons et reviennent sur Terre sans plus de problème, au terme d'une mission de 10 jours. Le 19 avril, les Soviétiques lancent un tout nouveau type de vaisseau spatial, une station orbitale qu'ils appellent Salyut 1. Fidèles à leurs habitudes, ils ne dévoilent rien à son sujet, pas même son apparence ou sa taille, ni non plus si elle sera visitée par des cosmonautes. Alors qu'on sait déjà tout de la station Skylab que les Américains se préparent à lancer. Comme on s'y attendait, 4 jours plus tard, 3 cosmonautes sont dépêchés vers Salyut 1. L'agence TASS nous dit seulement que ce Soyouz 10 réalisera des expériences conjointes avec la station. On apprendra par la suite que Soyouz est demeuré arrimé 5h30 à Salyut, puis qu'il est revenu sur Terre le lendemain. Curieusement, les cosmonautes n'auraient même pas tenté de pénétrer à l'intérieur du Salyut. Voilà qui étonne. Les Russes affirment pourtant que l'équipage a rempli sa mission, mais personne ne les croit. Que s'est-il donc passé là-haut ? Il faudra attendre des décennies pour le savoir. Révélation dans le Balado 62, dans les secrets de la cosmonautique soviétique. Le 6 juin, les Soviétiques expédient un nouvel équipage vers Salyut 1. Cette fois, les 3 cosmonautes de Soyouz 11, Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev, arriment leur vaisseau et pénètrent dans la station et s'y installent. TASS annonce alors que, conformément au programme soviétique de création de stations orbitales à long terme, la station scientifique Salyut a commencé à fonctionner comme la première station scientifique pilotée. Les Soviétiques dévoilent alors une illustration de celle-ci en nous indiquant que, combiné au Soyouz arrimé, Salyut 1 mesure 20 mètres de long et pèse plus de 25 tonnes. De forme cylindrique, elle a la taille d'un wagon de chemin de fer. Salyut est doté d'une puissante caméra afin, nous dit-on, d'observer l'univers. Mais en réalité, cette caméra est orientée vers la Terre et sert à faire du repérage militaire. Durant 3 semaines, TASS nous informe des expériences scientifiques et techniques que réalisent les cosmonautes sans nous dévoiler grand-chose de leur quotidien. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans une station orbitale nettement plus spacieuse et confortable qu'une capsule ? On aurait bien aimé le savoir. Après une semaine de vol, on nous dit simplement que l'équipage est en bonne santé, qu'il a réalisé la première phase de ses expériences et que tous les systèmes de bord fonctionnent normalement. À la 2e semaine, on nous dit que les cosmonautes continuent de mener leur programme de travail, qu'ils font 2 heures d'exercice physique par jour et qu'ils sont en bonne santé. Régulièrement, les téléspectateurs soviétiques les voient flotter dans la station sans qu'on ne voit grand-chose d'autre. Et le 24 juin, les 3 hommes établissent un nouveau record de séjour dans l'espace et surclassent les 17 jours et 17 heures cumulés par l'équipage de Soyouz 9. Puis, le 30 juin, on apprend que Soyouz 11 est revenu sur Terre après 23 jours et 18 heures de vol. TASS rapporte, le vol s'est terminé par un atterrissage en douceur
dans la zone prévue à cet effet. En ouvrant l'écoutille de la capsule, l'équipage de récupération a trouvé les cosmonautes sanglés dans leur siège, mais sans aucun signe de vie. Les causes de leur décès font l'objet d'une enquête. Le monde entier est sous le choc. Tout semblait pourtant si bien se passer dans l'espace. Une mission sans histoire, nous disait-on. Que s'est-il donc passé lors du retour ? La question qui surgit immédiatement est: l'organisme humain est-il incapable de se réadapter à la gravité terrestre après quelques semaines passées en apesanteur ? Voilà qui serait troublant. Les Soviétiques nous dévoilent rapidement, dès le 2 juillet, que les cosmonautes ont péri à la suite d'une embolie. Ils ont été victimes d'une décompression subite de leur capsule à haute altitude. Il apparaît que, peu après leur entrée dans l'atmosphère, une valve conçue pour s'ouvrir à basse altitude afin d'équilibrer la pression de l'air entre l'habitacle de la capsule et l'extérieur, s'est ouverte alors que le vaisseau se trouvait encore dans l'espace. L'air du Soyouz s'est rapidement échappé. Les cosmonautes ne portaient pas de scaphandre les protégeant contre une dépressurisation, faute de place dans leur capsule si exiguë. Ils ont donc eu aucune chance. Et voilà que leurs cendres rejoignent celles de Korolev, Gargarine et Kamarov dans les murailles du Kremlin. Soyouz 11 marque la troisième grande tragédie de l'ère spatiale, après l'incendie d'Apollo 1 et l'accident de Soyouz 1, dont on ignore toujours à l'époque les circonstances exactes. En juillet, les Américains et les Soviétiques se livrent une course vers Mars afin de déterminer qui sera le premier à placer une sonde en orbite autour de la planète rouge. Comme le faisait valoir le quotidien Evening Star de Washington, il s'agit d'une course passionnante illustrant le type de compétition pacifique dont le monde a besoin. Mais cette course démarre mal puisque le 8 mai, les Américains perdent la première des 2 sondes Mariner qu'ils désirent expédier vers Mars. Ce jour-là, Mariner 8 est détruite peu après son lancement de Cape Kennedy. 2 jours plus tard, les Soviétiques lancent une première sonde qui, comme il arrive souvent, demeure, elle, coincée sur orbite terrestre. L'échec porte l'étiquette Cosmos 419. On apprendra des années plus tard que les Soviétiques avaient lancé cette sonde uniquement dans le but de prendre de vitesse les Américains. Mais voilà que les 19 et 28 mai, ils parviennent à expédier 2 sondes vers la planète rouge. TASS nous indique alors que l'objectif principal de ces missions est de mener des recherches complexes concernant Mars et son atmosphère, ainsi que d'étudier les caractéristiques du plasma solaire, des rayons cosmiques et du rayonnement chemin faisant vers Mars. Ce qu'on ignore à ce moment-là, c'est que ces Mars 2 et Mars 3 sont conçus non seulement pour se placer en orbite, mais sont également porteuses de capsules qui tenteront de s'opposer sur la planète, ce qui n'était pas le cas des Mariner. En conséquence, il s'agit d'engins de près de 5 tonnes, soit 5 fois plus lourds que les Mariner américains. Finalement, le 30 mai, la NASA lance avec succès Mariner 9. Cette sonde a pour mission de photographier au moins 70% de la planète. C'est alors qu'on assiste à une course de 6 mois qui culminera en novembre prochain avec l'arrivée de 3 sondes, du jamais vu. Le 26 juillet, la NASA entreprend sa 4e expédition lunaire, Apollo 15. Il s'agira de la plus spectaculaire mission Apollo puisque, durant 3 jours, 2 astronautes exploreront un site enchanteur, la plaine de Hadley, située au pied du majestueux mont Apennine. Alors que les autres sites lunaires sont en teinte sombre, l'éclairage du site d'Apollo 15 donne l'impression qu'on se trouve dans un désert aux teintes brun caramel. Seul le ciel noir en plein jour nous rappelle qu'on n'est pas sur Terre. Cette fois, la mission démarre du bon pied, puisque les astronautes David Scott, Alfred Worden et James Irwin s'envolent à l'heure dite 9h34, heure locale, devant une foule estimée à 1 million de personnes. L'équipage ne rencontre aucun problème d'arrimage et file sans encombre jusqu'à la Lune. Le 30 juillet, Scott et Irwin se posent à 600 mètres du point prévu. Scott expliquera que le moteur fusée du LEM a soulevé tant de poussière que le terrain d'alunissage est devenu complètement embrouillé. Décidément, toujours des problèmes avec la poussière lunaire. Le lendemain, les 2 hommes effectuent leur première excursion. Les premières images télé que l'on reçoit en couleur sont d'une clarté impressionnante, nettement meilleure que celle des précédentes missions. On se croirait aux côtés des astronautes. L'une de leurs premières tâches est de déballer leur Jeep lunaire.
Il s'agit d'une merveille d'ingéniosité, repliée sur elle-même dans un compartiment du LEM et déployable simplement en tirant sur une corde. Avant de partir en expédition avec elle, les lunautes fixent la caméra au devant de la Jeep. Cette caméra pouvant être télécommandée depuis la Terre, le contrôleur pouvant la faire pivoter à sa guise et zoomer vers des points d'intérêt, nous accompagnons donc les astronautes dans leur déplacement. C'est merveilleux car cela nous permet d'explorer à notre guise une foule de sites pendant que les astronautes effectuent les fouilles géologiques. De leur côté, Scott et Irwin décrivent ce qu'ils vivent comme de l'exploration à son meilleur et ils utilisent fréquemment des qualificatifs comme fantastique, à couper le souffle ou bien encore spectaculaire pour décrire ce qu'ils voient. Ils trouvent très commode de se déplacer en Jeep qui peut atteindre une vitesse de 8 km/h sur un terrain très accidenté, jonché de cratères et de dunes. C'est ainsi que durant les 3 jours qu'ils passent sur la plaine de Hadley, ils réalisent 3 excursions qui totalisent 20 heures d'exploration. Les astronautes découvrent qu'il est extrêmement difficile, voire même quasi impossible, de percer le sous-sol lunaire à l'aide d'une perceuse électrique. Ils tentaient de prélever une carotte géologique, puis d'y insérer un thermomètre dans la cavité creusée. Ils découvrent qu'après quelques centimètres de sable fin, le sol lunaire devient aussi impénétrable que du roc. Au cours de la 3e sortie, Scott trébuche et tombe, mais il se relève sans difficulté. Sur Terre, il aurait pesé quelques 160 kilos avec son scaphandre, tandis que sur la Lune, il n'en pèse qu'une 30aine. En fin de sortie, Scott réalise une célèbre expérience imaginée 350 ans plus tôt par Galilée. Il laisse tomber en même temps son marteau de géologue et une plume. Sur Terre, le marteau arrivera au sol bien avant la plume, à cause de l'air, mais sur la Lune, les 2 objets arrivent en même temps. Avant de quitter la plaine de Hadley, les astronautes stationnent leur Jeep à bonne distance du LM et pointent une caméra vers celui-ci. Voilà qui nous permet de suivre en direct leur décollage. C'est là un moment stressant car si jamais le moteur fusée du LM ne s'allumait pas, les astronautes seraient condamnés. Mais heureusement, tout se passe bien. C'est un peu surprenant comme scène, puisqu'on voit s'élever doucement la partie supérieure du module lunaire, un peu comme une cabine d'ascenseur qui s'élèverait. On ne voit pas de flammes sortir du moteur fusée comme on s'y attendrait. Les 2 hommes rapportent avec eux 77 kilos d'échantillons et de splendides panoramas lunaires. Par la suite, tout se passe comme prévu et les astronautes sont de retour sur Terre le 7 août. Seul pépin de dernière minute, l'un des 3 parachutes servant à adoucir l'amérissage d'Apollo se déploie mal, ce qui ne cause toutefois aucun problème puisque la capsule peut amérir avec 2 parachutes. Le 2 septembre, les Soviétiques lancent la sonde Luna 18 sans nous dévoiler quoi que ce soit de sa mission. 9 jours plus tard, elle rate son alunissage. On apprendra éventuellement qu'il s'agissait de la 7e tentative de rapporter des échantillons. 4 semaines plus tard, il lance Luna 19. Cette sonde se place en orbite autour de la Lune afin de l'observer attentivement. Hélas, une foule de problèmes techniques entravent le bon déroulement de la mission et les photos obtenues sont de piètre qualité. Le 14 septembre, l'astromobile Lunokhod 1 termine sa 11e journée lunaire d'exploration. Lorsque, le 4 octobre, les contrôleurs tentent de rétablir la communication radio, le robot ne répond plus. C'est ainsi que prend fin l'une des missions d'exploration les plus productives. Conçue pour fonctionner durant 3 jours lunaires, Lunokhod a opéré 4 fois plus longtemps. Au cours de ces 322 jours terrestres de fonctionnement, il a parcouru 10 km et transmis plus de 20 000 photos et 206 panoramas haute résolution. Il a en outre effectué 25 analyses de sol et utilisé son pénétromètre pour ausculter 537 endroits de la Lune. Les Soviétiques sont, avec raison, très fiers de cette mission. Pendant ce temps, les sondes Mars 2, Mars 3 et Mariner 9 filent vers la planète rouge. Mais voilà que les chercheurs associés au projet Mariner découvrent, aux surprises, qu'une mystérieuse tempête de poussière jaune, la plus intense observée depuis 1956, est apparue sur Mars le 23 et 24 septembre. L'un des deux s'interroge, c'est à se demander si, avec Mariner 9,
nous allons pouvoir réaliser une cartographie de Mars ou si nous allons plutôt étudier un phénomène atmosphérique en évolution. Ce serait là une chance inouïe si, grâce aux caméras et aux instruments de la sonde, on étudiait l'événement le plus intense à se produire sur Mars. À partir du 10 novembre, Mariner 9 commence à photographier Mars à distance. Ces photos font voir une planète brumeuse, sans relief et semblable à celle d'une demi-lune. Les chercheurs confirment que règne sur l'ensemble de la planète une tempête de poussière d'une durée et d'une ampleur jamais observées. Pour certains, c'est même l'occasion d'étudier un événement planétaire inhabituel. Tandis que pour d'autres, cette tempête risque fort de compromettre la mission première de leur sonde. Le 13 novembre, les Soviétiques révèlent que Mars 2 et 3 vont tenter de faire se poser sur Mars des atterrisseurs. C'est ainsi que le 27, Mars 2, toujours en route vers la planète, largue sa sonde. Celle-ci pénètre dans l'atmosphère, ce qui est une première. Cependant, son parachute ne s'ouvre pas et la sonde s'écrase. C'est néanmoins le premier objet terrestre à parvenir sur le sol de cette planète. Le 3 décembre, Mars 3 largue à son tour son atterrisseur. Celui-ci descend sans problème dans l'atmosphère et se pose indemne, là aussi une autre première. Immédiatement, elle entreprend de transmettre une photo, mais tout contact radio cesse après 15 secondes seulement. Que s'est-il donc passé ? Il semble que la sonde ait été victime de la tempête, celle-ci endommageant probablement ses circuits électriques. Quant à la parcelle de photos reçues, elle ne montre que des teintes de gris. De leur côté, les deux sondes Mars se placent comme prévu en orbite. Toutefois, elles souffrent d'une variété de problèmes techniques, tandis que les quelques photos qu'elles transmettent ne montrent qu'une planète voilée. Comble de malheur, ces réussites soviétiques notables sont promptement éclipsées par tout ce que découvre Mariner 9. Rares sont à présent les livres d'histoire de l'exploration spatiale qui soulignent l'exploit des Mars 2 et Mars 3. Le 13 novembre, Mariner 9 s'insère en orbite autour de Mars, devenant la première sonde à orbiter une planète. C'est là une avancée significative puisque jusqu'à présent, les sondes ne faisaient que passer, à toute vitesse, aux abords d'une planète. Mais voilà que grâce aux sondes orbitales, une planète peut être scrutée durant des mois, voire des années. Les premières photos transmises par Mariner 9 sont diffusées en direct à la télé, signe de l'importance de l'événement. Elles ne font cependant voir qu'une surface masquée par la tempête. Selon ce que détecte la sonde, Mars semble enseveli sous une fine couche de sable que des vents soufflent jusqu'à 16 km d'altitude. Les instruments de Mariner 9 mesurent de petites quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère, bien que celle-ci soit composée surtout de dioxyde de carbone. Le 26 novembre, Mariner 9 prend la première photo de Deimos, l'un des 2 satellites naturels de Mars. On ignore toutes ces lunes car, même aux yeux de nos plus puissants télescopes, elles n'apparaissent que comme des faibles taches blanchâtres. C'est alors qu'on découvre, un peu étonné, que Deimos a la forme d'une pomme de terre de 13 km de long et n'est donc pas sphérique comme une planète. 3 jours plus tard, Mariner 9 photographie Phobos, l'autre lune. Il s'agit entre autres d'une autre pomme de terre, d'environ 21 km de large par 26 km de long. Avec un cratère de 6 km de diamètre, ce sont des corps célestes les plus foncés qu'on ait jamais observés. Et voilà qui étonne. En fin de compte, nous sommes en présence de 2 astéroïdes, ces petites planètes qui gravitent en quantité autour de Mars et Jupiter, puisqu'il semble que Mars en ait capturé 2. Thomas O'Toole du Washington Post résume bien les premières découvertes faites par la sonde. Au cours de ces 3 premières semaines passées autour de Mars, écrit-il, Mariner 9 a découvert que l'atmosphère de la planète est encore plus ténue que ce que l'on imaginait. Mariner a aussi révélé que les températures à sa surface ne dépassent pas 60 degrés sous zéro. À ce jour, ces caméras ont été obstruées par la tempête qui recouvre la planète. On peut difficilement imaginer, ici sur Terre, une tempête qui sévirait à la grandeur d'une planète, et encore moins une tempête planétaire qui sévit depuis 2 mois. Et plus difficile encore d'imaginer qu'une vie puisse résister à de telles conditions. Ainsi donc, l'idée qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars semble en train de s'éteindre. 1972, une année charnière. L'année 1972 commence du bon pied, pourrait-on dire,
puisque le 5 janvier, le président Nixon annonce que son pays va se doter d'une navette spatiale. Le président déclare « Je viens de décider que les États-Unis procéderont immédiatement au développement d'un tout nouveau type de système de transport spatial conçu pour transformer la frontière spatiale des années 1970 en un territoire facile d'accès pour y mener une foule d'activités durant les années 1980 et 1990. » Et d'expliquer que ce système reposera sur un véhicule spatial capable de faire régulièrement la navette entre la Terre et l'orbite terrestre. Ce véhicule révolutionnera le transport vers le proche espace en le rendant routinier. Il éliminera les coûts astronomiques de l'astronautique et permettra de tirer profit de l'utilisation pratique de l'espace et d'appliquer les précieuses retombées du spatial au quotidien des Américains et du reste du monde. Pour sa part, James Fletcher, le patron de la NASA, indique que cette décision constitue l'une des plus importantes étapes de l'histoire des États-Unis. La navette changera la nature de tout ce qu'on peut faire dans l'espace. D'ici la fin de la décennie, nous aurons les moyens d'acheminer régulièrement des hommes et du matériel vers et depuis l'espace, en un temps record s'il le faut, et bien sûr, à une fraction du prix actuel. Premièrement, la navette est le seul programme spatial habité d'importance qui peut être réalisé dans le contexte budgétaire actuel. Les projets de la colonisation de la Lune, de conquête vers Mars ou de station spatiale permanente sont trop onéreux. Deuxièmement, la navette spatiale est essentielle pour rendre l'ensemble des opérations spatiales moins complexes et donc moins coûteux. Troisièmement, la navette spatiale permettra de réaliser quantité de tâches utiles dans l'espace. Et quatrièmement, il s'agit d'un projet qui se prête bien à la participation internationale, puisque ce programme sera ouvert à toutes les nations du globe, promet alors le patron de la NASA. Le calendrier de réalisation du projet prévoit des essais atmosphériques à partir de 1975, des vols d'essais orbitaux à partir de 1978 et la première mission opérationnelle en 1980. Le coût du programme, jusqu'au premier vol orbital, est alors évalué à 5,5 milliards de dollars. Nous savons aujourd'hui que la navette spatiale a été au cœur des activités spatiales américaines des années 1980, 90 et 2000, mais à l'époque, ce choix a été très sévèrement critiqué. En fait, la NASA a été contrainte de faire des compromis qui se sont avérés par la suite extrêmement coûteux. En plus, la mise en service de la navette s'est avérée beaucoup plus laborieuse et coûteuse qu'anticipée. 3 semaines plus tard, l'administration Nixon dépose auprès du Congrès son plan de dépenses pour la prochaine année. Elle prévoit d'allouer 3,4 milliards de dollars à la NASA, une hausse de 83 millions par rapport à l'année en cours, incluant 200 millions pour démarrer le programme de la navette spatiale. En revanche, elle met fin au projet de Grand Tour, l'estimant trop coûteux. Les Américains passeront-ils à côté d'une occasion planétaire qui ne survient que tous les 175 ans ? Heureusement, un mois plus tard, la NASA propose une alternative. 2 sondes plus modestes seront lancées en 1977 afin d'explorer Jupiter et Saturne, à la place de la tournée des 5 planètes lointaines par 4 sondes plus avancées. La facture de ce projet devrait s'élever à entre 250 et 350 millions de dollars, soit une fraction du milliard prévu pour le Grand Tour. C'est ainsi que naît le programme Voyager, toujours en activité en 2025. Pendant ce temps, Mariner 9 entreprend de cartographier l'ensemble de la planète Mars. L'intense tempête de sable qui est apparue à la fin de septembre 1971 atteint son maximum en octobre pour ensuite graduellement s'estomper et se dissiper en janvier. C'est ainsi qu'à partir de février, l'atmosphère martienne redevient transparente. Dès lors, Mariner 9 fait des découvertes sensationnelles. Des découvertes qui changeront radicalement l'image que l'on se fait de cette planète. C'est même un point tournant dans l'exploration spatiale. Dans un premier temps, la sonde repère un vaste canal avec de nombreuses vallées latérales, le tout ressemblant à s'y méprendre à un réseau de lits de rivières asséchées. C'est ainsi que Mariner 9 met au jour ce qu'on appelle à présent la Valles Marineris, la vallée des marineurs. Une déchirure à la surface de Mars qui rappelle le Grand Canyon de l'Arizona. Toutefois, cette vallée s'étend sur plus de 3800 km
quasiment la distance New York-Los Angeles, avec de plus 200 km de largeur. Étonnant que ceux qui, autrefois, croyaient voir des canaux artificiels sur Mars n'aient jamais repéré ce gigantesque canal. Ce qui frappe avant tout dans de nombreuses photos de Mariner 9, c'est justement qu'on y voit clairement des lits de rivières asséchées. La question qui saute alors aux yeux est donc, est-ce à dire que l'eau a jadis coulé à flot sur Mars ? Or ce serait là une découverte fondamentale concernant les possibilités de vie martienne. Mariner 9 découvre par ailleurs quantité de volcans qui sont tous éteints. Mars aurait donc aussi été un astre volcanique. La sonde repère entre autres un volcan de plus de 500 km de diamètre et haut d'une vingtaine de kilomètres. Selon un spécialiste, il s'agit d'un gigantesque amas volcanique 2 fois plus vaste et immense que l'amas volcanique qui forme les îles hawaïennes. À l'époque, on l'appelait Nix Olympica. Aujourd'hui, on parle plutôt de Olympus Mons, l'Olympe de Mars. Toutes ces découvertes sont renversantes. Souvenons-nous que d'après les quelques dizaines de photos transmises par Mariner 4, 6 et 7, les experts avaient conclu que Mars était une planète morte avec une surface très ancienne. Mais voilà que les photos de Mariner 9 dévoilent un astre géologiquement très jeune. L'âge de sa surface serait de l'ordre d'une centaine de millions d'années, tandis que la surface de la Lune remonte à des milliards d'années. Voilà donc qu'après les déceptions des années 1960, Mars redevient la planète fascinante qu'on connaît de nos jours. Écoutez à ce sujet le balado 38, Pourquoi Mars nous obsède-t-elle autant? Le 14 février, les Soviétiques lancent Luna 20. Cette sonde réussit pour la 2e fois à rapporter sur Terre des échantillons de sol lunaire. Elle alunit à seulement 1,8 km de l'endroit où s'est écrasée Luna 18, reprenant donc cette mission. Le 25 février, la capsule de retour de Luna 20 atterrit au Kazakhstan avec 55 grammes seulement de poussière lunaire. Le 2 mars, la NASA inaugure un important volet de la conquête de l'espace en lançant la sonde Pioneer 10. Pour la première fois, un engin spatial s'aventurera au-delà de l'orbite de Mars, traversera la ceinture d'astéroïdes, survolera Jupiter pour ultimement quitter le système solaire et s'aventurer dans l'espace interstellaire. Pioneer 10 explorera donc des territoires inconnus où l'attend de moules périls. Parmi ceux-ci, on redoute la traversée de la ceinture d'astéroïdes. Se pourrait-il que celle-ci soit une frontière infranchissable, ou du moins très dangereuse, car peuplée d'un nuage de micrométéorites susceptibles d'endommager toute sonde qui s'y aventurera. On sait aussi que Jupiter possède un puissant champ magnétique, dont l'intensité pourrait dérégler, voire endommager les circuits électriques de nos sondes. Pioneer 10 fait ainsi réellement figure de pionnier et trace la voie aux voyageurs. Autre obstacle, jusqu'à présent, la durée de vie des sondes se compte en mois, mais Pioneer 10 devra survivre le temps nécessaire pour accomplir sa mission, soit près de 2 ans. Qui plus est, pour parvenir à Jupiter et ensuite quitter le système solaire, elle doit être propulsée à la vitesse record de 52 000 km/h. À cette vitesse, Pioneer ne met que 11 heures pour franchir la distance Terre-Lune, alors qu'il faut d'ordinaire 3 ou 4 jours. Elle met ensuite 2 mois et demi pour arriver à Mars, alors qu'il en faut normalement de 6 à 8. Malgré tout, il lui faudra 21 mois pour atteindre Jupiter et des décennies pour quitter le système solaire. Cette sonde passe aussi à l'histoire à cause de la carte postale qu'elle porte. Il s'agit d'une affichette de 15 à 23 cm sur laquelle est inscrit un message adressé à d'hypothétiques extraterrestres qui pourraient un jour l'intercepter. Ce qui semble très peu probable d'ailleurs. C'est une sorte de bouteille jetée dans le vaste océan cosmique. Cette plaque présente l'esquisse d'un homme et d'une femme nus devant un croquis de la sonde. Les extraterrestres seraient ainsi censés en déduire notre taille, mais voilà qui cause un certain brouhaha dans les médias. Certains s'offusquent de cette représentation de nous, alors que d'autres s'inquiètent de signaler ainsi notre existence. Par ailleurs, fin mars, les Soviétiques lancent 2 sondes vers Vénus. Comme toujours, pourrait-on dire, l'une d'elles demeure coincée en orbite terrestre et porte l'étiquette Cosmos 482, tandis que l'autre prend la route de Vénus sous l'appellation de Venera 8. Le 22 juillet, l'atterrisseur de cette sonde descend dans l'atmosphère de Vénus
et se pose en douceur. Elle transmet alors des données durant 50 minutes avant de succomber aux conditions atroces qui règnent sur Vénus, à rappeler une température autour des 470 degrés et une pression de 90 atmosphères. Venera 8 confirme donc les mesures prises par Venera 7. Elle répond également à une question intrigante. Quel éclairage y a-t-il à la surface de Vénus, sous des dizaines de kilomètres de nuages? Fait-il suffisamment clair pour y voir quelque chose? La réponse est positive. On verrait jusqu'à 1 km environ, ce qui permettra la prise de photos. Du 16 au 27 avril, la NASA réalise sa 5e expédition lunaire, la mission Apollo 16, pilotée par John Young, Ken Mattingly et Charles Duke. Pour la première fois, 2 astronautes tenteront de s'opposer sur un plateau situé sur un continent lunaire, alors que les 4 équipages précédents ont exploré des plaines situées dans ces mers. Ce site s'appelle Descartes, car il se trouve près d'un cratère de 48 km de diamètre, nommé en l'honneur du grand mathématicien, physicien et philosophe français René Descartes. Apollo 16 s'amorce d'un bon pied, de sorte que le vaisseau se place en orbite lunaire au 4e jour de vol. C'est alors que John Young devient le premier homme à orbiter la Lune pour une seconde fois, lui qui s'y trouvait 3 ans plus tôt à bord d'Apollo 10. Il constate que celle-ci lui paraît toujours aussi fantastique. Le lendemain, Young et Duke entreprennent de s'y poser. À cette fin, les 2 hommes à bord du module lunaire sont dans leur scaphandre hermétique au cas où surviendrait une décompression de leur cabine. Mais voilà que le casque de Duke est inondé de jus d'orange. L'astronaute découvre alors que son microphone s'est entremêlé avec le tube de jus qui lui permet de s'abreuver. « Chaque fois que je tourne la tête, je reçois une giclée de jus d'orange, dit-il. » Le jus flottant autour de sa tête, Duke rapporte avoir subi un shampoing au jus d'orange. Peu après que les 2 vaisseaux se soient séparés, Mattingly, à bord de la capsule Apollo, découvre un sérieux problème avec le moteur fusée principal de son vaisseau. Voilà qui met en danger les astronautes puisque ce moteur est vital pour les arracher de la Lune et revenir sur Terre. En conséquence, la tentative d'alunissage est suspendue, le temps pour les ingénieurs d'analyser la situation. Une fois de plus, la NASA risque de subir un grave revers. Heureusement, les experts solutionnent le problème en un rien de temps et les astronautes peuvent entreprendre leur descente. On vient de vivre quelques heures de suspense. C'est ainsi que Young et Duke parviennent à allunir, mais avec 6 heures de retard. Le 20 avril, le module lunaire se pose dans la région de Descartes, à 230 mètres du point prévu. « Houston, nous y sommes enfin !» de déclarer soulagé Duke. « Un paysage magnifique, ajoute-t-il. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de sauter par l'écoutille et d'explorer le site. » Par leur hublot, les lunautes voient que la plaine de Descartes est plutôt vallonnée, couverte de gros rochers et entourée de montagnes majestueuses. Par contre, le soleil est si étincelant qu'il éclabousse les teintes de la Lune et rend le sol blanchâtre. Comme lors d'Apollo 15, les astronautes passent 3 jours sur la Lune et l'explorent durant une vingtaine d'heures au moyen d'une Jeep. Leur première tâche est d'installer une série d'instruments scientifiques, puis de déballer la Jeep et vérifier son fonctionnement. Les astronautes récoltent divers échantillons, dont des pierres blanchâtres, d'autres qui renferment des billes de verre colorées et des échantillons d'apparence volcanique. Surtout, ils constatent que le site est beaucoup plus accidenté qu'on s'y attendait. Il n'est d'ailleurs pas facile d'évoluer sur ce site. C'est ainsi que Young s'enfarge dans un câble qui relie un thermomètre au reste de la station scientifique, brisant un connecteur. Comme il est impossible de rebrancher l'appareil, voilà qui ruine une expérience à 1,2 million de dollars. Le lendemain, ils effectuent une 2e marche de 7 heures. Grâce à leur Jeep, ils parcourent une dizaine de kilomètres, explorant plusieurs cratères et escaladant des collines. La caméra installée sur leur Jeep nous permet de suivre leur évolution et d'explorer par nous-mêmes les environs. Au 3e jour de leur expédition, Young et Duke parcourent 9 km et demi jusqu'à atteindre le bord d'un vaste cratère. C'est avec réticence qu'ils doivent rebrousser le chemin, les 2 lunautes, enthousiastes, demandant aux responsables de la mission de prolonger leur sortie, pour n'obtenir que 10 minutes additionnelles. En fin de parcours, Young met à l'épreuve le Jeep lunaire en le poussant à fond.
Celle-ci rebondit plusieurs fois dans les airs, une scène de course à obstacles qui deviendra iconique. Grâce à la caméra installée sur le Jeep, le décollage des deux hommes est télédiffusé en direct. On peut même suivre l'ascension du module lunaire durant 2 minutes. Ce décollage est vu par des millions de téléspectateurs d'ailleurs. Et les astronautes reviennent sur Terre le 27 avril, rapportant avec eux 97 kilos d'échantillons. En mai, le président Nixon se rend en Union soviétique, une première. Il en profite pour signer une série d'importants accords de paix et de coopération technique et scientifique, dont celui autorisant une mission spatiale conjointe. Il est convenu qu'à l'été de 1975, 3 astronautes en capsule Apollo rencontreront 2 cosmonautes en capsule Soyouz. C'est la mission Apollo-Soyouz, ou ASTP pour Apollo-Soyouz Test Project, qui nous procurera un accès sans précédent au programme spatial russe. Entre-temps, le 25 mai, Pioneer 10 croise l'orbite de Mars. La sonde rencontre déjà un nombre élevé de minuscules météoroïdes et de particules de poussière. Cependant, les contrôleurs de vol constatent que la sonde résiste très bien aux impacts et que ses équipements fonctionnent sans problème. Le 15 juillet, Pioneer 10 pénètre dans la ceinture d'astéroïdes, zone dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, et qui s'étend sur 435 millions de kilomètres entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Durant les 6 mois de la traversée, on craint que la sonde n'entre en collision avec un micro-astéroïde suffisamment massif pour l'endommager, sinon même la détruire. Mais fort heureusement, chemin faisant, Pioneer rencontre bien quelques minuscules météorites, mais moins qu'on le craignait et surtout aucune qui ne l'endommage sérieusement. Finalement, elle émerge indemne de cette zone en février 1973, démontrant alors qu'on peut la traverser sans encombre. Pioneer 10 a maintenant rendez-vous en décembre 1973 avec la plus grosse planète du système solaire. Pendant ce temps, autour de Mars, Mariner 9 photographie systématiquement la planète. Cette mission se termine le 27 octobre, après avoir effectué 698 fois le tour de Mars, établissant un record de fonctionnement pour une sonde. Ce jour-là, Mariner, ayant épuisé le carburant lui servant à s'orienter dans l'espace, les contrôleurs de vol ordonnent la fin de tout contact radio. Mariner 9 a transmis 7329 photos de Mars, contre 78 pour les 3 Mariner précédentes. Ces photos et autres données montrent que Mars est un monde dynamique et en évolution, plutôt qu'un astre géologiquement mort comme on l'avait perçu dans les années 1960. Ainsi s'achève l'une des missions planétaires les plus significatives puisque Mariner 9 a changé du tout au tout notre perception de Mars, la rendant désormais fascinante à explorer. Et c'est déjà avec une certaine fébrilité qu'on prépare le lancement des Vikings en 1975. Si tout va bien, à l'été 1976, 2 sondes orbitales poursuivront les observations de Mariner 9, tandis que 2 autres sondes tenteront de s'y poser. Celles-ci seront équipées d'un laboratoire d'analyse biochimique afin de repérer, espère-t-on, des traces de vie passées ou présentes. En décembre, la NASA réalise sa 6e et dernière expédition lunaire, Apollo 17, avec Gene Cernan, Ron Evans et Harrison Schmitt. Pour la première fois, un scientifique prend part à une mission lunaire. Schmitt étant géologue, quoi de plus naturel que de l'envoyer explorer la Lune? Pour la première fois également, des astronautes s'envolent de nuit. Il s'agit d'un lancement particulièrement spectaculaire étant donné la puissance d'une Saturne V. Ces 5 puissants moteurs fusées donnent au décollage l'impression d'un lever de soleil au beau milieu de la nuit. Un demi-million de personnes en sont témoins sur place. Malheureusement, les caméras de télé ne captent pas toute la beauté de ce spectacle. Hormis un départ avec 2 heures et 40 minutes de retard, à cause de légers pépins techniques, Apollo 17 se déroule à merveille. Le trajet vers la Lune est accéléré afin de compenser le retard pris au décollage, de sorte qu'Apollo 17 arrive à la Lune à l'heure indiquée au plan de vol. Cernan devient ainsi le 3e homme à retourner à la Lune. Lui qui était à bord d'Apollo 10, il constate que la Lune est toujours aussi impressionnante. Pour sa part, Evans décrit l'enthousiasme de l'équipage. Nous respirons si fort que les hublots de notre cabine s'embuent. Cernan et Schmitt posent leur module lunaire le 11 décembre. 4 heures plus tard, ils descendent l'échelle du LEM.
Les premiers mots de Cernan sont « J'aimerais dédier notre première sortie à tous ceux qui l'ont rendu possible ». Puis Schmitt, en tant que premier géologue à marcher sur la Lune, se demande « Mais qui donc a souillé mon sol lunaire ?» Ils explorent la région de Taurus Littrow, qui présente de splendides paysages montagneux. Si ce n'était du ciel noir, on pourrait parfois se croire dans une vallée terrestre. Certaines prises de vue font voir les astronautes dans de splendides vallées aux contreforts éclatants ou inspecter de gros rochers. Les deux hommes ont fort à faire. Toutefois, à un moment donné, Cernan interpelle son coéquipier « Hé Jack, arrête-toi un instant, car tu te dois de prendre 30 secondes pour admirer la Terre. » Et Schmitt de répondre « La Terre ? Lorsque vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. » Au terme de leur troisième excursion, les lunautes dévoilent une plaque fixée sur l'une des pattes du LEM où il est inscrit « Ici l'homme a terminé sa première exploration de la Lune décembre 1972. Que l'esprit de paix avec lequel nous sommes venus se reflète dans toute la vie de toute l'humanité. » Apollo 17 revient sur Terre avec une récolte record de 115 kilos d'échantillons. En particulier, les astronautes rapportent des échantillons de couleur orange. Pour les scientifiques, il pourrait s'agir de sols qui proviendraient possiblement d'une activité volcanique récente en termes géologiques, soit moins de 100 millions d'années. Si tel devait être le cas, cela détruirait la théorie selon laquelle la Lune n'a pas toujours été froide et inerte. Des analyses ultérieures montreront que ce n'était pas le cas. C'est ainsi que se conclut un chapitre inoubliable de la conquête de l'espace. Les Américains auront mis 8 années et demie pour parvenir jusqu'à la Lune. Puis 3 années et demie pour l'explorer en 6 occasions. En tout et pour tout, 24 hommes différents s'y sont rendus et 12 ont foulé son sol. Ces lunautes ont séjourné l'équivalent de 12 jours et demi et exploré son sol durant 80 heures. Seul point d'ombre durant cette mission, peu après que Cernan et Schmitt aient quitté la Lune, le président Nixon a déclaré « C'est peut-être la dernière fois au cours de ce siècle que les hommes marcheront sur la Lune. Mais l'exploration spatiale se poursuivra. » Sur le coup, cette affirmation suscite la consternation, puisqu'il est alors inimaginable qu'on ne retourne pas sur la Lune avant au moins 28 ans. Impensable. Et pourtant, Nixon a eu plus que raison, puisque nous sommes 52 ans plus tard, et nous attendons toujours d'y retourner. Dans les jours suivant le retour des 3 astronautes sur Terre, le 19 décembre, on se questionne abondamment sur la place que le programme Apollo occupera dans l'histoire et sur les leçons et avancées qu'on en retiendra en fin de compte. Pour sa part, juste avant de quitter la Lune, Cernan nous a offert son opinion. Je crois que l'histoire retiendra que le défi américain d'aujourd'hui forgera le destin de l'homme de demain. Et alors que nous quittons la Lune, nous partons comme nous sommes venus. Si Dieu le veut, nous reviendrons avec paix et espoir pour toute l'humanité. L'une des retombées majeures du programme Apollo a sans aucun doute été notre prise de conscience de la fragilité de la planète Terre. Les célèbres photos du lever de Terre depuis l'horizon lunaire peuplent désormais notre imaginaire. Conclusion, les débuts d'une nouvelle ère. Comme nous venons de l'évoquer, 1972 a été une année charnière, marquant à la fois la fin de la grande aventure, mais aussi le début de plusieurs autres, à savoir la navette spatiale, l'exploration des planètes lointaines, les débuts de collaboration entre les Américains et Soviétiques, ainsi que l'ouverture du programme spatial de ces derniers, comme nous le verrons au prochain épisode de la conquête de l'espace. Entre-temps, les Américains prévoient de consacrer l'essentiel de l'année 1973 à leur station orbitale Skylab, qui devrait être habitée par 3 équipages. Côté soviétique, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, eux qui se relèvent tant bien que mal de la tragédie de Soyouz 11. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados. Vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace.
Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon avec Claude Lafleur au contenu. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.